y a plus de 13 milliards d'années, notre univers est né, dans ce qu'il faut bien appeler le plus grand acte de création. Et notre envie de scruter les télescopes pour trouver des traces de son histoire est la preuve que le plus grand cadeau que chaque acte de création offre à l'esprit humain est notre sens de l'émerveillement et désir d'en être témoin. C'était seulement quelques minutes plus tard que les premiers éléments sont apparus. Les quarks se sont liés entre eux pour former les premiers protons et neutrons. Ces protons et neutrons ont donné naissance à l'hydrogène, à l'hélium et un peu de lithium, qui ont ensuite construit les premières étoiles des galaxies. Si quelque chose avait été différent, ne serait-ce qu'une petite chose, il y a de fortes chances pour qu'on ne soit pas ici à partager ce moment ensemble. À la fin des années 1800, un nouvel univers est né et les éléments se sont retrouvés pour construire le septième art et allumer les premières étoiles dans le ciel sombre du cinéma. Les frères Lumière ont donné la première projection publique payante le 28 décembre 1895 au Salon indien du Grand Café à Paris. Cette présentation consistait de 10 films courts, d'une durée de 50 secondes chacun. Parmi les spectateurs présents ce soir-là se trouve Georges Méliès. Fils de cordonnier, Méliès n'a d'abord pas pu embrasser une carrière artistique car il devait travailler dans la fabrique de bottes familiale. Ce n'est qu'à la mort de son père qu'il a pu vendre sa part de l'usine et poursuivre son rêve en achetant le théâtre Robert Houdin à Paris en insufflant une nouvelle vie à ce théâtre moribond et en se faisant un nom en tant qu'illusionniste novateur. Pour Georges, la soirée avec les frères Lumière a changé sa vie et le potentiel du cinématographe a été un coup de foudre. C'est extraordinaire, Monsieur Lumière. Monsieur Méliès, ce n'est qu'une curiosité scientifique. J'achèterai volontiers l'un de vos appareils. Mon invention n'est pas à vendre. Je vous en offre 10 000 francs. À quoi bon, Monsieur Méliès? 20 000. Je ne veux pas vous ruiner, Monsieur Méliès. Le cinématographe n'a aucun avenir commercial. Aucun avenir, Monsieur Lumière. Mais il vous met le monde à la portée de la main. Sans décourager, Méliès trouve à Londres équipements similaires et bientôt il réalise et projette des films à son théâtre. Et encore une fois, si quelque chose avait été différent, ne serait-ce qu'une petite chose, il y a de fortes chances qu'il ne soit pas ici à partager ce moment ensemble. Et maintenant, mes amis, je vais m'adresser ce soir à ce que vous êtes vraiment. Des sorciers, des sirènes,
des voyageurs, des aventuriers, des magiciens. Venez donc rêver avec moi. C'était seulement quelques minutes après la naissance du cinéma que Georges Méliès a réussi à fusionner la magie et le cinéma dans un amalgame éblouissant où il a appliqué un nombre de leçons qu'il a apprises en tant qu'illusionniste pour développer des effets spéciaux et des machines. L'ère victorienne était celle des machines, de leur invention en imaginant le potentiel et en découvrant les moyens de leur donner vie. Soudain, un train peut transporter des passagers d'un point A à un point B à une vitesse qui ressemble à celle de l'éclair. Comme disait philosophe, naturaliste et poète américain Henry David Thoreau, alors que même depuis sa cabane et son étang reculé. Le sifflement de la locomotive pénètre dans mes bois en automne et en hiver, ressemblant au cri d'un faucon survolant la cour d'un fermier. Le cheval de fer fait résonner les collines de son grognement comme le tonnerre, secouant la terre de ses pieds et crachant du feu et de la fumée par ses naseaux. Quel genre de cheval ailé ou de dragon enflammé mettront-ils dans la nouvelle mythologie? Le cinéma n'était pas seulement une partie de cette nouvelle mythologie. C'était à la fois sorcier et prêtre, apportant une collection d'images comme un rêve, dans les musicals et les cafés qui se sont transformés en les premières salles de cinéma, où les spectateurs pouvaient partager ensemble le même rêve. Ils pouvaient partager l'enchantement et l'émerveillement de ce que pourrait être si nous pouvions faire voyager le fer plus vite qu'un cheval, la prochaine étape. Peut-être que bientôt nous voyagerons à travers l'impossible pour visiter les étoiles. De leur siège, ces hommes et ces femmes ordinaires sont devenus des rêveurs, des inventeurs, des artistes de l'ombre. Walt Disney a dit que Méliès avait découvert le moyen d'apporter la poésie à l'homme ordinaire. En fait, plus d'un demi-siècle avant Disney, c'était Méliès qui a été le premier à porter Cendrillon sur le grand écran. C'est la chanteuse Bluette Bernard qui apparaît dans le rôle de la fée marraine. Méliès a découvert Bernard alors qu'elle chantait au cabaret L'Enfer. Elle apparaît dans au moins 8 films de Méliès, notamment La femme sur le croissant de lune, dans le chef-d'œuvre de Méliès, Le voyage dans la lune. Georges Méliès lui-même a joué le génie de l'horloge. On pense qu'il a joué dans au moins 300 de ses films. Méliès a modelé le style visuel de Cendrillon sur les gravures de Gustave Doré, qui avait illustré l'histoire pour une édition de Contes de fées de Charles Perrault. Doré a exercé
une influence sur une grande partie de la carrière de Méliès, et cela peut faire penser à un autre artiste très influencé par Doré. Je parle de Terry Gilliam, qui a dit « J'espère je partage le genre de folie qu'avait Méliès, une approche folle, outrageuse et bête de faire les choses, juste pour la joie de tromper les gens. Il filme le ciel et soudain, toutes ces comètes ont des visages et il y a des femmes qui flottent. C'est magnifique. Vous pouvez voir qu'il aimait la vie dans toutes ses idiosyncrasies. » Et voici, on voit encore Bleuette Bernot dans la lune. Méliès a abordé de nombreux thèmes, du crime comique, au religieux, puis à la littéraire. Mais sa force absolue réside dans les mondes imaginaires qu'il a créés, faits de miracles et d'absurdités. Les films de Méliès étaient innovants et très demandés jusqu'à ce qu'ils ne le soient plus. En 1911, il produit 2 films très ambitieux, mais son approche de la réalisation est passée de mode et les films sont des échecs coûteux. Il se retrouve sous le coupe de Charles Pathé. En 1912, il sort l'un de ses derniers films, À la conquête du pôle, sous l'égide du Pathé frère. Le film est acclamé par les critiques, mais est un échec au box-office et contribue aux difficultés financières croissantes de Méliès. Désemparé, il jette une grande partie de ses films au feu et celle-ci est perdue à jamais. Pour citer encore Terry Gilliam, il a fait faillite comme beaucoup de ses premiers cinéastes. Ils ont risqué tout. C'est l'une des choses que j'aimais chez eux. J'espère ne pas finir comme Méliès à la gare Montparnasse à Paris, sur l'un de ces petites stands de vente de jouets pour enfants. N'est-ce pas une triste fin? Ou peut-être c'est une fin merveilleuse. Peut-être c'est à la fois triste et merveilleux, tout comme notre univers se nourrit des étoiles qui naissent
mais aussi de celles qui meurent. Ce sont des forces contradictoires. La tâche ardue d'être humain est d'équilibrer le rêve et la douleur. Ils travaillent à la fois l'un avec l'autre et l'un contre l'autre, permettant aux dons et aux potentiels qui vivent dans le sol fertile du cœur de s'élever dans un moment explosif de force créatrice.